Je dirais que l'ironie de la situation avec cette famille d'arnaqueurs parasites, c'est que s'ils avaient mis autant d'ardeur et d'ingéniosité à faire le bien, ou à s'enrichir par des moyens légaux, eh bien ils seraient sûrement devenus riches, vu leur complémentarité, leur force de travail et leur intelligence pratique. Bref, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques interprétations des éléments clés du film, ainsi que mon analyse de la fin du film Parasite de Bong Joon-ho, et c'est juste après l'intro. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma. Aujourd'hui je reviens donc avec une analyse et interprétation du film Parasite de Bong Joon-ho. Le but de cette vidéo ne sera pas d'être exhaustif mais simplement de revenir sur quelques éléments fondamentaux ou essentiels on va dire du film pour essayer de mieux le comprendre et de mieux appréhender certains éléments qui peuvent peut-être paraître un petit peu nébuleux. Après ça n'est que mon avis, que mon interprétation mais bon, vous connaissez les précautions oratoires habituelles. D'abord, quelques définitions et propositions concernant le titre éponyme du film Parasite. D'après le Trésor de la langue française, le terme parasite renvoie principalement à trois acceptions. Le parasite au sens végétal ou animal, le parasite au sens communicationnel, et enfin le parasite au sens figuré. Au sens animal et végétal, il s'agit d'un organisme animal ou végétal donc qui, pendant une partie ou la totalité de son existence, se nourrit de substances produites par un autre être vivant, sur lequel il vit ou dans les tissus duquel il vit, lui causant un dommage. Au sens communicationnel, un élément gênant, perturbateur ou nuisible qui gêne donc la lecture, la compréhension, ou encore signaux imprévisibles se superposant à un message et le perturbant. Mais ici, on va s'intéresser principalement à la définition au sens figuré, à savoir une personne qui vit, prospère aux dépens d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et en l'occurrence, bien évidemment, la famille pauvre des Kim qui tente de vivre au crochet de la famille riche des Park. Alors, la parenté avec les parasites d'origine animale tient la route. On peut penser au Pou, la maison serait alors le cuir chevelu dans lequel vit et mange la famille Kim. On peut penser aussi au coucou, dans la mesure où les différents membres de la famille Kim vont remplacer, parfois même par la ruse, les propriétaires initiaux et légitimes de leurs fonctions. Par exemple, le fils Kim remplace un étudiant pour les cours d'anglais, le père Kim prend la place du chauffeur personnel de Monsieur Park, et ainsi de suite. On pense aussi aux rats ou aux souris, par rapport au fait que les différents Kim peuvent se terrer dans leur habitation à moitié souterraine, ou encore chez les Park, sous la table, derrière le mobilier ou dans les murs. Et on peut penser également à la sangsue, pour l'aspect particulièrement collant de l'intégralité de la famille Kim, dont, il faut bien l'admettre, on ne se débarrasse pas facilement. Mais, un peu plus loin, on peut penser aussi à l'espèce humaine dans sa globalité sur Terre. Alors, j'ai pas les statistiques et c'est juste un ressenti ce que je vais dire. Mais je sais que pas mal de gens considèrent notre propre espèce comme un cancer ou comme des parasites qui gangrènent la Terre tout entière. Si on dresse un parallèle avec cette analogie pour le film, on pourrait dire que la maison, contenant les trois familles, présente un écosystème parasitaire dans lequel vient s'intriquer des sous-systèmes parasitaires, puisque le sous-parasite du mari de la gouvernante parasite la famille Park et la famille Kim. La famille Kim, quant à elle, parasite la famille Park, la gouvernante et son mari. Et la famille Park parasite le système et l'échelle de valeur de tous les autres. Si on en revient au parasite, au sens figuré, on peut remarquer que dans le film, le modèle du parasite est architecturé en poupée russe, puisque, au cœur du système parasitaire, constitué par les occupants pauvres de la maison, un autre microcosme parasitaire existe, parasitant les parasites et parasitant les hôtes des autres parasites. Je veux bien évidemment parler de la gouvernante et de son mari. Cette construction en poupée matrioshka, elle se retrouve aussi dans le fait que la famille pauvre est le parasite de la famille riche, mais que, en substrat, la famille riche est le parasite de la société tout entière. Je m'explique. Les pauvres essayant d'obtenir le maximum de ressources de leurs hôtes, et les riches extrayant le maximum de ce qu'ils peuvent tirer de la société. En ayant un mode de vie dispendieux et bien au-dessus de leurs besoins réels de subsistance. Ont-ils vraiment besoin d'une aussi grande maison pour vivre? Ça n'est qu'un petit exemple, mais cela fait écho au fait que sur notre planète, selon l'ONG Oxfam, 1% des habitants les plus aisés de la planète ont 2 fois plus de ressources que les 6,9 milliards restants. Et même si leur richesse produit des emplois, du commerce, et que la situation n'est pas aussi binaire que les méchants riches et les gentils pauvres, on peut légitimement se demander au final qui parasite qui.
Bon, maintenant qu'on a posé les bases du parasite dans le film, on va revenir sur quelques symboliques, mais juste avant, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager cette vidéo si vous appréciez ce contenu. Je vous en remercie d'avance et je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Là aussi, je vous en remercie d'avance, ça permet de favoriser et d'encourager un petit peu la chaîne sur la toile et aussi de favoriser ce type de contenu sur ce type de film. Voilà, je vous en remercie d'avance et on poursuit tout de suite cette vidéo. Les symboles présents dans le long métrage reposent sur l'obsession principale du réalisateur, parler des riches et des pauvres. Et ça lui semble tout à fait normal d'en parler à notre époque, et même de dénoncer cette dichotomie et cette injustice sociale. It's something very natural to talk about the rich and poor in this era, in this age, in this time. À ce titre, l'une des symboliques fortes du film est le rapport à l'odeur. Malgré les efforts qu'elle déploie et son envie de gravir l'échelle sociale, la famille pauvre exhale une odeur reconnaissable, qui la ramènera inexorablement à sa condition indigente. Les Kim auront beau espérer un autre sort, gagner plus d'argent et avoir l'impression de commencer à s'en sortir, ils subiront éternellement les affres du déterminisme social. Et leur odeur en est l'émanation la plus sournoise, mais aussi la plus criante et la plus incarnée. Après s'être aperçu de cette quasi-malédiction, les espoirs du père Kim s'évanouissent. Irrémédiablement, il réalise qu'il ne pourra jamais s'élever, en tout cas au sens où il l'entend, avec sa famille, et qu'un gouffre le séparera à jamais des riches parcs. Et le dédain dû à l'attitude, mais aussi aux pensées intimes des riches envers eux, sera le déclencheur d'une véritable révolte mentale, qui accouchera même à une conclusion sanglante. C'est en effet au moment où, alors que la fille Kim vient juste d'être poignardée, que le fils Kim est emmené inconscient à l'extérieur de la propriété, et que le mari de la gouvernante vient d'être abattu, que le père Park aura ce geste ultime de mépris de classe, qui paraît particulièrement incongru au vu de la situation. Parce que, je le rappelle, mais à ce moment, il y a des gens en sang, et c'est la panique, les gens fuient, etc. Mais non, le riche n'oublie pas de se pincer le nez face à ces horribles pauvres. Mais nettoyez-moi ces pauvres que je ne saurais sentir. Et ce qui peut paraître d'un point de vue extérieur comme bon, c'est vrai, pas très sympa, mais finalement assez anodin, apparaît dès lors trivialement comme l'eau qui fait déborder le vase. Une preuve irréfutable que le père Kim, sa famille et la condition sociale qu'il représente sont, même face à l'épouvantable, indignes de respect et de considération véritable. Je vais à présent vous donner mon interprétation concernant un élément important du film, un véritable artefact. Il s'agit de la fameuse pierre du film et dont on voit les effets supposés tout au long de l'histoire. Au début, elle est offerte par l'ami du fils, et est censée apporter de la chance et de la prospérité. Et en effet, durant toute la première partie du film, tout, ou presque, finalement réussit au Kim, embauchés les uns après les autres au service de cette famille riche. Mais ensuite, cela se délite, notamment à partir du moment où le fils, encore lui, retire la pierre de son socle avant de s'en prendre à un urineur en série. Oui, bon, je sais que le terme urineur en série n'existe pas, mais bon, je trouvais que ça sonnait plutôt bien, alors je me suis dit, pourquoi pas. Elle servira ensuite d'arme contondante pour fracasser le crâne du jeune Kim, comme un retour cruel et concret à la réalité. Et comme la pierre termine dans une rivière, posée dans le fond, au milieu d'autres pierres qui paraissent semblables, retournant à la nature et à sa nature, à son état de simple pierre dénuée de mystère et de mysticisme. Un minéral banal. Et si cette pierre avait pourtant de mystérieux pouvoirs? Au début du film, peut-être protège-t-elle et sert-elle réellement les intérêts de la famille Kim? Après tout, bien que cela puisse relever de la superstition, la chance et la réussite dont ils bénéficient sont quasiment surnaturelles. Tous leurs plans s'enchaînent globalement sans souci, et tous les membres de leur famille parviennent à se faire embaucher chez les Park. Puis la magie se brise et la machine s'enraye. D'abord au moment de l'altercation avec l'ivrogne pisseur, comme je vous l'ai dit précédemment, puis et surtout avec ce passage où la gouvernante, agonisante, profère des paroles glaçantes d'ironie au sujet de sa remplaçante. Et le fait qu'elle répète à plusieurs reprises le nom, au moment où nous, en tant que spectateurs, à l'aide d'un montage parallèle, on aperçoit la pierre. Celle-ci est remontée et sortie de l'eau par le jeune Kim pendant la crue dévastatrice. On peut voir ce moment comme une altération des propriétés bénéfiques de la pierre, au profit d'un maléfice, d'un mauvais œil. Appelez ça comme vous le voulez, mais franchement, on a l'impression d'une sorte d'incantation mystique de l'ancienne gouvernante. Comme si elle jetait finalement un mauvais sort à sa remplaçante et à toute sa famille. Enfin, cette pierre, quand le jeune homme la retire, a été souillée. Elle a littéralement été plongée dans une eau horrible, au milieu de restes de repas, de poussière et d'excréments. Et peut-être que ce traitement n'a pas plu à la pierre, qui décide
de se venger. Bien sûr, ça peut sembler tiré par les cheveux, et ce film très réaliste prendrait alors une dimension fantastique étonnante. Mais quand on relie la réussite et la descente aux enfers des Kim en fonction des états et des situations de la pierre, ça paraît tout de même assez troublant. D'autant que le mari de la gouvernante, lorsqu'il frappe le jeune Kim, semble être dans un état second, comme s'il était possédé, et n'était plus qu'un brave vengeur pour cet objet pourtant inanimé, mais qui aurait bien des raisons de vouloir se faire justice lui-même. Vous ne trouvez pas ? Pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur la fin du film. Le père Kim, meurtrier de son alter ego négatif, le père Park, au lieu d'expier sa faute devant le tribunal compétent, choisit de s'enfuir vers la cachette de Feu, le mari de la gouvernante. Mais en quelque sorte, il substitue la potentielle prison dans laquelle il aurait échoué suite à une probable condamnation judiciaire, à une prison choisie entre des murs gris, froids et sans âme. Entre les murs, le repère d'un véritable parasite. Il devra continuer, s'il veut survivre à cette condition pathétique et déplorable, à grignoter les restes des habitants de la maison en cachette, à détourner leur eau et une partie de leur électricité. Bref, à vivre aux dépens d'un groupe d'individus qu'il ignore, à vivre en parasite. L'affection qui touche le fils Kim au moment de son réveil, et pendant quelque temps, peut s'apparenter à ce qu'on appelle le rire prodromique. Un rire sans raison contextuelle à cause d'un choc ou d'un traumatisme à la tête. J'en parlais d'ailleurs à l'occasion de ma vidéo sur la folie du Joker, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir un peu plus. Ce qui est notable, c'est que lorsqu'il écrit sa lettre de réponse pour son père, on entend seulement la voix off du jeune homme. On le voit se porter acquéreur de la fameuse maison, et donc de pouvoir libérer son père, sans doute au prix de nombreux efforts et sacrifices financiers. On le voit richement vêtu, avec une coupe de cheveux stylisée, mais présenté comme si la scène qui se déroulait sous nos yeux était la réalité. Puis on réalise qu'il s'agit d'un rêve, d'un espoir ou d'un fantasme, plus ou moins irréaliste. L'emploi du futur simple de l'indicatif dans le discours le confirme. Et ce plan final, qui revient dans le présent, dans la maison à moitié souterraine des Kim, semble également aller dans le sens du fantasme de l'achat du fils Kim de la maison où est détenu son père. Toutefois, le doute peut subsister en partie, car lorsque le père remonte les escaliers avant de parcourir la maison et de prendre son fils dans ses bras, dans le récit visiblement fantasmé du jeune homme, la voix off de ce dernier cesse, laissant planer un silence qui tranche avec le monologue qui a précédé. Et si on assistait à une scène réelle finalement? Un autre élément peut aller dans ce sens. Les nombreux cartons qu'on aperçoit dans la maison quasiment vide. Peut-être que le jeune homme, comme il l'indique, a déjà réellement acheté cette maison et est déjà en train de s'installer. Bien sûr, cette interprétation est très contestable et c'est difficile à expliquer, à part pour une raison symbolique. Pourquoi c'est le père Kim qui monterait les escaliers, comme ça nous est montré ici, plutôt que son fils qui descendrait pour le libérer de sa geôle murale, comme ça semblerait sans doute plus logique. Donc ce serait logique que toute cette partie dans la maison ne soit que pur fantasme du fils. Mais une ambiguïté subsiste, et si on a envie de voir ce film avec romantisme, on peut se dire que peut-être, à la fin, les derniers membres de cette famille parviennent à s'extirper de leurs conditions de parasites. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous en remercie d'avance, ça permet de soutenir un petit peu le travail et puis aussi de mettre en avant ce type de vidéo d'analyse un peu plus approfondie que d'habitude. Voilà, je vous remercie d'avance. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Là aussi, je vous en remercie d'avance, ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur les analyses approfondies, n'hésitez pas à vous rendre sur ma vidéo de la plateforme. Donc un film Netflix qui avait plutôt bien marché, donc n'hésitez pas, j'essaie d'apporter une interprétation et une analyse de la fin notamment. Voilà, je vous en remercie d'avance et je vous dis donc à très bientôt et surtout, allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes.